Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour poursuivre notre cycle autour de l'exposition Paris 1900, Gaël Rio, qui est commissaire de cette exposition qui marche du feu de Dieu, a choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet intéressant et séduisant, qui est celui de la femme artiste, la femme et l'art en 1900. Voilà, Gaël Rio non seulement est commissaire de cette exposition, par le passé au Petit Palais, elle a été également commissaire en 2008 d'une belle exposition qui était intitulée La Nuit espagnole. Voilà, je lui laisse la parole sur la femme et l'art en 1900. Merci. Merci Sophie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le sujet la femme et l'art en 1900 est très large, comme vous pouvez le constater, et pouvait être, à mon avis, traité selon deux axes. Le premier, c'était la représentation de la femme dans l'art, la femme muse, la femme inspiratrice, la femme modèle. Ce thème a été largement traité, comme vous le savez. La femme est omniprésente, polymorphe, éternelle. En 1900, à la belle époque, c'est elle qui accueille les visiteurs du monde entier à l'exposition de 1900. C'est la Parisienne, on en a parlé lors des précédentes conférences. C'est elle qui triomphe au Palais de l'Électricité, la fée électricité. Donc de tous ces visages connus, toutes ces femmes du monde, jusqu'aux petites femmes du demi-monde, la belle époque se reconnaît et s'incarne dans la femme. Mais il me semblait aussi intéressant justement d'aborder la femme et l'art sur un autre axe. C'est celui que j'ai choisi, c'est la femme créatrice et la femme artiste. Donc j'ai choisi d'orienter ma conférence autour de ce thème, les femmes artistes autour de 1900 à Paris. Bien sûr, cette conférence ne prétend pas à l'exhaustivité. Il serait fastidieux de recenser tous les artistes de sexe féminin ayant vécu et travaillé à Paris autour de 1900. Alors, je n'ai retenu que quelques figures qui me semblaient les plus emblématiques de certains parcours. Et puis, j'ai souhaité également, mais nous le verrons ensemble à la fin de cette conférence, rendre hommage aux nombreuses femmes artistes oubliées de l'histoire qui se sont exprimées dans un domaine où on les attendait peut-être davantage, les arts d'agrément, ou dit les arts de la femme. Et nous verrons ça à la fin. Actives dans un monde d'hommes, les femmes artistes ont eu à lutter toute leur vie pour être acceptées et vivre de leurs pinceaux, de leurs burins, de leurs ciseaux. Et la France, comme la plupart des pays d'Europe, peut égrener des noms d'artistes qui un jour bénéficièrent de la reconnaissance de leur talent. Des noms d'artistes femmes sont connus depuis le XVIe siècle. On peut citer la portraitiste Marie-Gabrielle Capet, dont je vous présente ici un tableau, ou Angélique Mongès, qui fut l'élève du peintre néoclassique Jacques-Louis David, et qui, comme lui, n'hésita pas à se confronter à la peinture d'histoire et au grand format de l'histoire antique. Alors ici, ce tableau de Marie-Gabrielle Capet, qui représente une scène d'atelier, est un point de vue intéressant, et qui fait un peu le contrepoint justement aux images dont on a l'habitude plutôt de voir dans les scènes d'atelier, où on voit plus souvent un peintre ou un sculpteur qui représente un modèle féminin. Là, ici, c'est une peintre qui est représentée en train de peindre et en train d'être regardée par des hommes. Et c'est un type de représentation assez rare. Cependant, ces artistes, aussi bien Mongès que Capet, comme leurs consoeurs, elles ont été victimes de la suprématie que les historiens d'art ont toujours accordée à Élisabeth Vigée-Lebrun, que vous connaissez tous, qui est célèbre pour ses portraits élégants et tendres de femmes et d'enfants aux couleurs raffinées qui n'ont jamais quitté les cimaises des musées. Et ici, par exemple, je vous présente évidemment ce tableau qui est très connu d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui représente Marie-Antoinette et ses enfants. On est entre le portrait d'apparat et le portrait intime. Et pour votre information, d'ailleurs, il se prépare une grande exposition sur Élisabeth Vigée-Lebrun au Grand Palais en 2015 et qui circulera à New York et à Ottawa en 2016. Alors la réflexion menée pour cette conférence s'appuie sur un constat et un paradoxe. Les activités artistiques ont longtemps été considérées comme un domaine féminin, celui des arts d'agrément, dont la maîtrise est le signe d'une éducation accomplie chez les jeunes filles de bonne famille. Pourtant, l'accès des femmes à l'exercice professionnel d'une activité artistique, qui sera considérée parfois, dans certains cas, comme un métier, s'est réalisé difficilement. Parfois, ces femmes, leurs œuvres et leurs pratiques ont été rendues invisibles alors même que leur présence était attestée. Et d'ailleurs, on est très vite, dès qu'on se plonge dans les archives des salons, on est très vite frappé par l'abondance de ces femmes dans le monde de l'art à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors, quelques éléments contextuels justement pour ce long XIXe siècle, cette fin du XIXe siècle et ce début du XXe siècle. Le long XIXe siècle est marqué par l'avènement de la démocratie, ainsi que, comme vous le savez, par les phénomènes d'urbanisation, d'industrialisation.
On connaît aussi l'essor de l'alphabétisation, de la lecture, de l'imprimé. Les inventions se multiplient, les moyens de transport modifient la perception de l'espace et les progrès scientifiques deviennent vérité de foi. Mais toutes ces mutations, justement, qui forgent la vie moderne, se répercutent sur la place des femmes dans la société et sur leur représentation, et en particulier sur la place des femmes artistes. La demande visant à réformer le système éducatif, un consensus également de plus en plus large sur le suffrage féminin et l'insertion des femmes dans le monde du travail marque une nouvelle prise de conscience qui conduit les femmes à lutter pour leurs droits. Et toutefois, cette étape historique ne manque pas d'aspects contradictoires. Si l'univers féminin est à la recherche d'une nouvelle identité, le modèle social relègue encore la femme à son rôle d'épouse, à son rôle d'ange du foyer. Alors, à la lumière des écrits de l'historienne des femmes et l'historienne du monde ouvrier que vous connaissez peut-être, Michel Perrault, je voudrais poser quelques questions relatives à la place des femmes artistes dans l'art de la Belle Époque. Est-ce que cette époque fut une période de rupture, hein, comme on a souvent tendance à le penser? Comment et de quoi les femmes sont-elles devenues des artistes? Et comment certaines artistes ont convoité l'accès à un art universel en transgressant justement les normes artistiques et institutionnelles en vigueur à cette époque? Alors, avant toute chose, il y a une idée reçue selon laquelle la femme aurait été exclue de la scène artistique au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Or, diverses études historiographiques montrent justement qu'on peut nuancer cette affirmation. Lorsqu'on regarde les registres du salon, on voit que dès 1863, les femmes représentent un tiers des exposants, donc ce qui est quand même assez important. Mais alors, le souci, c'est que si elles sont présentes au salon, elles sont souvent reléguées comme de simples exécutantes. Et surtout, c'est qu'elles se sont censurées elles-mêmes. Elles ont abandonné la pratique du grand genre, la peinture d'histoire, la mythologie, et pour se consacrer essentiellement au genre du portrait ou aux scènes de genre. Donc si la femme peut exposer, en fait, elle n'en demeure pas moins privée d'un statut, celui d'artiste au sens institutionnel du terme. Et devenir une artiste à part entière, reconnue, gagnant sa vie de son art, était l'ambition croissante de nombreuses femmes à la fin du XIXe siècle, et qui voulaient justement sortir des arts d'agrément, sur lesquels je reviendrai par la suite, auxquels on cantonnait la pratique féminine. Mais sur ce chemin professionnel, justement, elles ont rencontré de nombreux obstacles. Donc c'est ce que je me propose d'aborder dans une première partie avec vous. C'est les obstacles qui sont sur le chemin, justement, de cette carrière artistique féminine. Alors, un premier obstacle, c'est l'absence de génie. Dans le domaine des arts, vous savez que le frein le plus efficace était l'idée que le génie était exclusivement masculin. Les femmes peuvent tout juste copier, traduire, interpréter. Elles peuvent éventuellement faire des portraits des portraits de leurs enfants, par exemple. Mais finalement, à cet usage privé de l'art convient une bonne éducation qui est l'initiation en fait aux arts d'agrément. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, George Sand parlait des arts du désagrément, justement pour s'opposer un peu à ce domaine dans lequel on cantonnait les femmes. Donc si une femme voulait justement se lancer dans une grande carrière, on lui reprochait justement d'abandonner sa vocation domestique. Et donc en fait, les hommes créent des œuvres d'art originales, les femmes se recréent elles-mêmes dans leurs enfants. Donc ça, c'est pas une affirmation de ma part, hein, on retrouve ça dans de nombreux écrits. Et à l'appui justement de ces propos, j'ai retrouvé quelques citations qui sont assez édifiantes. Donc la première, c'est celle-ci que vous avez devant vous, de Jeanne Munz, qui était un historien de l'art conservateur à l'École nationale des beaux-arts. À la fin du XIXe siècle. Alors, selon lui, la femme est un être spontané, impressionnable et nerveux. Il ne faut lui demander la recherche de la pensée, mais seulement la notation des impressions et des sensations qu'elle éprouve. Les femmes, fidèles à leurs instincts, s'attachent de préférence au genre facile, exigeant de l'élégance plutôt que de l'énergie et de l'invention. L'aquarelle, la miniature, la peinture sur porcelaine. Donc, en fait, aux femmes, selon lui, il ne revient que les bouquets de fleurs à l'aquarelle, d'enfants au pastel, mais surtout pas d'huile, surtout pas de peinture d'histoire et surtout pas de sculpture. Dans un autre genre un peu plus tard, Victor Joz, critique d'art, donc dans la revue littéraire La Plume, selon lui, la femme est artistiquement incapable, car la plupart des œuvres de femmes portent une marque évidente de faiblesse et d'infériorité cérébrale. Et il explique pourquoi. C'est que le rôle de la femme n'est pas de guider les peuples, mais bien celui de guider les enfants. Elle-même est une espèce de grand enfant nerveux, incapable de juger les choses à froid, avec justesse et bon sens. Alors, bien sûr, ces deux citations nous font sourire aujourd'hui, mais elles expliquent vraiment un concept intéressant, le concept de génie, qui s'est développé progressivement depuis la Renaissance,
Il était censé justement expliquer la création artistique et sa qualité. Donc toutes les formes d'art étaient répertoriées suivant le degré de génie qu'elles supposaient. La peinture, la sculpture historique, mythologique ou religieuse se trouvait au sommet de l'échelle, l'artisanat au bas de l'échelle et tout le reste entre les deux. Donc les femmes dont le travail révélait du génie étaient considérées comme anormales ou au mieux asexuées. Et les attributs de la féminité étaient diamétralement opposés à ceux du génie. Donc aux hommes le génie, aux femmes le bon goût. Et le bon goût, j'y reviendrai justement avec ce qu'on appelle les arts d'agrément. Et alors une autre citation donc, qui va un peu dans le même sens, hein, j'en rajoute un peu, mais vous allez voir c'est intéressant, c'est Octave Usan, le célèbre critique d'art, qui en 1905, dans La femme moderne, dit « Tant qu'une femme ne se prive pas de son sexe, elle ne peut exercer l'art qu'en amateur. La femme de génie n'existe pas, quand elle existe, c'est un homme. » Voilà, tout est dit. Alors, outre l'absence de génie, qui est donc un obstacle fondamental à l'accès à la carrière officielle des artistes féminines, un autre obstacle, c'est les difficultés d'apprentissage. Marie... Pardon. Voilà. Marie... là, je vous... Ah, pardon. Je suis allée trop vite, voilà. Là, je vous présente un tableau une photographie de Marie Bashkirtseff en 1878. Et cette artiste, en fait, qui a eu une carrière malheureusement assez brève, hein, elle est morte à 27 ans de la tuberculose, elle nous a laissé comme archive un journal extraordinaire de près de 20 000 pages qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Et dans ce journal, qui est très intéressant sur justement la condition des artistes femmes à la fin du 19e siècle, elle explique justement dans son journal, c'est qu'elle revendique justement cette volonté de travailler comme les hommes. Ce qu'il nous faut, c'est la possibilité de travailler comme les hommes et de ne pas avoir à exécuter des tours de force pour en arriver à avoir ce que les hommes ont tout simplement. Ainsi, non seulement on entrave les études féminines par des procédés gothiques, non seulement on les exclut de l'école de l'État, mais elles n'ont même pas accès aux cours d'anatomie, de perspective, d'esthétique. Les femmes ne sont pas admises à concourir au prix de Rome, il ne leur est même pas permis de prouver leur incapacité. Donc, en fait, un véritable apprentissage était exclu. Sous prétexte que le nu devait être caché aux jeunes filles, on leur refusait l'accès à l'école des beaux-arts. J'y reviendrai justement sur cet aspect de la formation et justement sur l'ouverture de l'école des beaux-arts qui a lieu en 1900 pour les femmes. Donc on disait que le nu était incompatible avec la pudeur féminine et voilà, c'était une idée vraiment très importante. Alors un autre obstacle, donc après le manque de génie, les difficultés d'apprentissage, c'est l'absence d'autonomie. Comment une femme peut-elle se convaincre qu'elle peut acquérir le statut d'artiste, le statut professionnel et accéder au métier d'artiste et affirmer la légitimité de sa création alors qu'elle n'a même pas les mêmes droits civils et politiques que les hommes? Au XIXe siècle, les femmes artistes ne disposent d'aucune autonomie créatrice. La femme est définie par rapport à l'homme, au père, au frère, au mari, et même les célibataires ont un statut discriminatoire par rapport aux hommes. D'ailleurs, la promulgation en 1804 du Code civil de Napoléon fait de la femme mariée ou de la femme célibataire une mineure. Il faudra attendre les débuts de la Troisième République pour impulser une dynamique d'intégration des femmes artistes dans la société. Et justement, la Société du droit des femmes, qui est fondée en 1876 par la féministe Hubertine Auclair, dont je vous présente ici un portrait, devient justement le lieu d'expression de ce dissentiment féminin, où les artistes sont au premier plan. Et c'est en affichant justement leur statut d'artiste que ces femmes vont prendre leur revanche, une revanche sociale. Et ce portrait est intéressant, il provient de la bibliothèque Marguerite Durand. Je ne sais pas si vous connaissez cette bibliothèque, c'est une bibliothèque municipale qui est à Paris et qui conserve justement un fonds très important sur les femmes et sur les mouvements féministes à Paris et en France. Alors une autre difficulté, après le manque de génie, les difficultés d'apprentissage et l'absence d'autonomie, c'est bien sûr les difficultés de reconnaissance. Si les femmes ont réussi peut-être à braver toutes ces étapes, ensuite il est très difficile d'être exposées, alors que c'est le seul moyen de se faire connaître. Et la difficulté, c'était surtout de passer les sélections, les jurys de sélection pour arriver au salon. Et ces jurys étaient évidemment masculins et souvent hostiles justement au travail des femmes. Mais bien sûr, ces obstacles, on les connaît. Ces obstacles n'ont pas empêché certaines femmes, évidemment, d'être artistes. Je le disais aussi en introduction. Il y a un grand nombre d'artistes qui ont participé au salon. Donc, je voudrais en fait maintenant montrer,
vous présenter en fait quelques... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer ça, pour rester encore sur justement c'est un peu ces revendications féministes. C'est un document intéressant qui est issu du Grelot, où on voit justement, hein, dans la lignée d'Hubertine Auclair, il y a eu un grand nombre d'illustrations de ce type, où on voit justement, c'est la femme qui porte la culotte, hein, et qui justement va à un congrès féministe et qui laisse son mari faire la vaisselle et son enfant pleurer derrière elle. Donc c'est assez drôle. Alors derrière ces obstacles, justement, je vous le disais, on peut voir quand même que certaines figures féminines ont émergé. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous faire un catalogue de toutes les artistes femmes célèbres du moment, puisque une heure ne suffirait pas. Mais je voudrais m'arrêter justement sur quelques figures qui ont été considérées par les associations de femmes artistes justement comme des pionnières. Et ces artistes vont constituer des sources et en fait en quelque sorte des modèles originaires. Et ce qui est intéressant aussi parallèlement à cette idée, c'est que ces femmes, en fait, à l'époque, vont être vraiment représentées dans leur atelier également. Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Il y avait déjà des représentations de femmes artistes dans leur atelier, hein, comme je vous ai montré au tout début, Marie-Gabrielle Capet. Mais il va y avoir vraiment une recrudescence de ce type de représentation, où on voit la femme travailler dans un atelier. Et finalement, on passe aussi à un changement de paradigme, où la femme était souvent représentée dans les ateliers comme modèle justement, soit immobile dans la pose, soit au repos, mais qui était sous le regard de l'artiste masculin. Et là, on voit justement une recrudescence des représentations de femmes qui ne sont plus modèles, mais qui sont productrices, qui sont artistes. Alors la première artiste qui me semble une figure pionnière importante, c'est Rosa Bonheur, qui est spécialiste, comme vous le savez, de peinture animalière. Donc c'est un sujet assez particulier, hein, puisqu'elle s'est concentrée justement sur des représentations de vaches, de marchés aux chevaux, et qui ont été exaltées en fait au format panoramique de la peinture d'histoire. Et c'est un personnage qui est intéressant et qui est fondamental pour l'évolution du rôle de la femme dans l'art, même si elle ne soutient pas explicitement les revendications féministes et des associations féministes comme celle d'Hubertine Auclair. Mais elle bénéficia de l'éducation, de l'enseignement d'un père peintre, Raymond Bonheur, qui était saint-simonien et qui avait pour conviction profonde l'égalité des sexes. Donc elle tient cela en héritage. Elle est la seule artiste, avant la fin du siècle, à avoir été reconnue, honorée, célébrée. Elle reçoit une médaille d'or à l'exposition officielle du Salon de 1848 et la médaille d'or de l'exposition universelle de 1855. Et elle est aussi la première femme à recevoir la Légion d'honneur en France en 1865. Elle a une réputation vraiment internationale et qui va jouer positivement justement sur d'autres artistes, sur les artistes femmes ou celles aspirantes en fait à une carrière institutionnelle. Et là, je vous présente un portrait de Rosa Bonheur par Dubuff, qui est conservé au château de Versailles. Et donc, c'est un portrait assez intéressant, puisqu'on voit donc l'artiste qui est représenté avec un bœuf, donc un de ses motifs privilégiés. Et bien qu'elle était issue justement d'une famille d'artistes, hein, notamment son père, hein, comme je vous l'ai dit, et qu'elle avait connu à 26 ans la gloire du salon, avec le labourage nivernais, pour le mémoire je vous l'ai mis là, Rosa Bonheur n'a jamais cédé à la vanité de l'autoportrait. Donc il existe du coup de nombreux portraits d'elle, mais représentés par d'autres artistes. Et ce qui est amusant dans ce portrait, c'est que donc Dubuff représente Rosa Bonheur, donc femme, hein, bien sûr, avec une tenue tout à fait féminine, où il insiste hein, sur ces aspects un peu précieux de sa tenue, et c'est elle qui a peint le bœuf. Donc il y a un peu un contraste justement entre ce bœuf quand même qui est peu amène et la tenue de cet artiste qui est tout à fait dans les codes féminins. Alors, donc ça, le labourage nivernais. Un autre portrait de Rosa Bonheur, dont je vous disais tout à l'heure, justement, ce type de représentation de l'artiste dans son atelier. C'est donc un portrait plus tardif. Hein, le précédent portrait était de 1857, celui-ci est de 1893. Et c'est pour terminer l'immense toile de la Foulaison du blé que vous voyez sur le côté, en fait. Celui-ci. Que Rosa Bonheur fit construire un nouvel atelier avec l'électricité dans sa propriété de Bille à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Et donc on aperçoit le tableau qui est non achevé hein, dans cette peinture. Et en juin 1892, à la demande de leur mère Valérie Fould, Rosa Bonheur accueille durant 6 semaines donc, dans son atelier les sœurs Georges et Consuelo Achille Fould afin qu'elle fasse son portrait. Et Georges Achille Fould, donc, qui représente, qui fait ce portrait, représente l'artiste les pinceaux à la main. Elle est revêtue donc, comme vous le voyez, de sa blouse de travail et puis de ses pantalons. Il y a eu toute une légende aussi autour de ses pantalons. En fait, on disait qu'elle se déguisait en homme pour justement fréquenter les marchés aux chevaux, hein, pour ne pas que les hommes se moquent d'elle.
Donc elle prit vraiment très tôt des vêtements d'homme justement pour fréquenter ces foires. Et c'était une artiste perfectionniste. Là, on la voit justement s'apprêter à retoucher une peinture avant son départ. Comme vous le voyez, vous voyez les cales qui sont voilà. Ce tableau était en train de partir en fait voilà auprès d'un marchand. Donc là, elle est en train de faire les dernières retouches. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette artiste, c'est finalement qu'elle s'est spécialisée dans un genre quand même un peu particulier, dans la peinture animalière. Elle ne touche ni au nu, ni à l'histoire, à la peinture d'histoire. Et en quelque sorte, elle rassure aussi une France agricole, dans un siècle en pleine urbanisation. Et finalement, ce genre animalier lui permet d'ignorer les modèles professionnels et la peinture de grand genre, en quelque sorte. Donc finalement, c'est une artiste pionnière, mais qui est un peu en marge du fait des sujets représentés. Alors une autre artiste qui n'a pas pu échapper à l'aura de son aîné, c'est Louise Breslau, qui est une Suisse d'origine, et elle va incarner, alors c'est un autre type de figure que Rosa Bonheur, elle va incarner vraiment la peintre de métier. C'est le prototype vraiment de cette génération de femmes qui, à la fin du 19e siècle, va faire de l'art un acte volontaire. Un véritable métier. Donc je vous le disais, elle est suisse d'origine, elle vient à Paris en 1876 pour suivre les cours de l'Académie Julian. Je reviendrai justement sur cette académie. En 1879, elle aménage avec Sophie Chaépi et la chanteuse Marie Fuller dans un grand appartement, avenue des Ternes. Donc là, on voit justement Louise Breslau en situation dans cet appartement. Et c'est justement, il y avait beaucoup de femmes justement qui partageaient des appartements à l'époque, créant un peu des phalanstères féminins, puisque justement c'était une manière aussi de se soutenir mutuellement dans leur carrière. Et parfois elles partageaient même un atelier aussi, puisque l'accès à l'atelier pour les femmes artistes était une étape importante dans leur carrière. Et cette artiste, en fait, alors elle ne se spécialise pas du tout dans les sujets d'intérieur, elle va plutôt se consacrer au genre du portrait, donc aussi un genre dans lequel on attend la femme, plutôt dans sa carrière. Alors là, je vous montre un autre portrait de Louise Breslau, là plutôt à la fin de sa vie. Là, je vous montre un exemple de peinture qu'elle réalise. Là, c'est un portrait de sa mère et de sa sœur, Chez soi ou intimité, qui est conservé au musée d'Orsay. Et ce tableau, justement, est exposé au Salon de la Société des artistes français en 1885. Donc, c'est une forme de reconnaissance. C'est vraiment une peintre qui est reconnue à l'époque. Et on voit ici, en fait, elle va être vraiment influencée par Degas, qu'elle rencontre en 1882 et qu'elle va fréquenter. Elle va se lier d'amitié avec ce peintre. Et pour ce tableau, elle s'inspire vraiment du portrait de famille de Degas, je vous l'ai mis pour mémoire, ou la famille Bellelli, que vous connaissez aussi, qui est conservée au musée d'Orsay. Il y a vraiment une volonté d'inspiration, elle le dit elle-même, dans les lettres qui sont conservées d'elle. Il y a vraiment une inspiration, surtout au niveau de la composition, avec ses lignes orthogonales, et puis c'est la palette des couleurs aussi, les bleus, les noirs, dont elle s'inspire vraiment de Degas. Alors en 1890, elle devient membre de la Société nationale des beaux-arts. Et en 1893, elle est une des premières femmes membres du jury au Salon avec Madeleine Lemaire. Et elle reçoit la médaille d'or aux expositions universelles de 1889 et 1900. Et en 1904, la galerie Georges Petit organise sa première exposition personnelle. Donc c'est vraiment un parcours de femme artiste tout à fait institutionnel et reconnu à l'époque. Et là, je vous présente un autre tableau d'elle elle va en réaliser un certain nombre. C'est des scènes d'intimité féminine. Et là, c'est un tableau qui est intitulé Gamine, qui est en fait, elle aborde les sujets de plein air, qui sont aussi à la mode à l'époque. Elle va représenter justement la lumière naturelle qui se reflète, qui joue dans les chevelures des jeunes filles. Et ce tableau est présenté au Salon en 1893 et il va être acquis par l'État français à la suite de la commission d'achat, justement, en juin 1993, et sur recommandation de Puvis de Chavannes. Donc c'est encore un élément justement pour vous montrer que c'est une femme qui a une carrière et qui est soutenue officiellement à l'époque. Là, je vous présente un portrait, un autoportrait en fait, et elle a beaucoup travaillé avec le pastel, et elle utilisait beaucoup le pastel justement pour répondre à des commandes, et elle réservait plutôt l'huile pour ses créations personnelles. Et en 1900, la Suisse la nomme commissaire fédérale pour justement être responsable de la section de la Suisse à l'exposition universelle de 1900. Donc c'est encore une autre marque de reconnaissance.
Et alors, bien sûr, elle est quand même relativement tombée dans l'oubli. Alors, il y avait eu une très belle exposition consacrée à cet artiste, justement, au Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, il y a quelques années de cela, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très connue actuellement. Hein. Et après sa mort en 1927, sa place, justement, parmi les femmes artistes, a été réévaluée dans une rétrospective consacrée aux femmes peintres formées à l'Académie Julian, à la Galerie Charpentier en 1932. Donc, il y a eu une volonté quand même après sa mort, de mettre en valeur aussi sa carrière. Donc on peut dire vraiment qu'elle apparaît comme l'une des figures dominantes de la professionnalisation des artistes femmes. Alors, évidemment, il est difficile de parler des artistes femmes autour de 1900 sans aborder le cas de Camille Claudel. C'est une artiste, bien sûr, à part, qui a un destin tragique, comme vous le savez. Mais elle est intéressante aussi, selon l'axe que j'ai choisi pour cette conférence, à étudier, puisqu'elle n'a pas pu rentrer donc, à l'école des Beaux-Arts, hein, puisque j'y reviendrai, mais l'école des Beaux-Arts ouvre seulement en 1900 aux femmes. Elle va fréquenter donc l'Académie Colarossi, j'y reviendrai aussi, en 1882. Et lorsqu'elle entre dans l'atelier de Rodin en 1884, donc elle est déjà une artiste reconnue, une artiste qui pratique déjà son art. Comme vous le savez, elle est tour à tour élève, modèle, amante de Rodin, et elle va jouer en fait un rôle important dans l'histoire des femmes artistes, puisqu'elle est une des premières artistes féminines à oser briser les tabous de la représentation de la nudité, d'une part, et le tabou de la représentation du désir sexuel féminin. Vous savez qu'à l'époque, les mœurs bourgeoises interdisaient la représentation de la nudité masculine par les femmes et considéraient comme anormal le désir sexuel féminin. Et d'ailleurs, les femmes étaient rarement autorisées à suivre des cours d'anatomie ou à travailler le nu dans les écoles d'art plastique. Donc Camille Claudel, justement, motivée, se lance dans le nu vivant, et non le nu académique qui idéalise et désexualise le corps. Alors une telle audace va rencontrer des résistances très fortes, mais qui ne viennent pas forcément du public ni du milieu artistique, mais plutôt de l'État, qui va censurer. Donc en sculptant la valse que je vous présente ici, Camille Claudel espère obtenir une commande officielle indispensable pour continuer à travailler. Et en février 1892, elle écrit donc au ministre des Beaux-Arts pour avoir un appui, un soutien. Et Armand Daillot, inspecteur des Beaux-Arts chargé du rapport, écrit alors de la valse, je cite, « Pour deux motifs, cette œuvre ne peut être acceptée telle qu'elle m'a été présentée. D'abord, le violent accent de réalité qui s'en dégage lui interdit, malgré son incontestable valeur, une place dans une galerie ouverte au public. Le rapprochement des sexes est rendu avec une surprenante sensualité d'expression qui exagère considérablement la nudité absolue de tous les détails humains. J'ai donc cru bien faire en demandant à Mademoiselle Claudel d'habiller ces personnages. » Camille Claudel habille donc les personnages. La nouvelle version est acceptée, mais une note du directeur des Beaux-Arts arrête l'exécution du marbre. Il ne sera donc jamais réalisé et la valse n'existe qu'en bronze. Donc c'est ce que je vous montre ici. Alors une autre sculpture qui a aussi beaucoup contribué à faire connaître Camille Claudel et à participer aussi de sa réputation sulfureuse, c'est l'abandon ou Vertum et Pomone. Alors cette sculpture a connu divers matériaux, divers titres. En fait, la scène représentée est tirée d'une pièce de théâtre indienne qui évoque les retrouvailles de Sakuntala avec son mari. Donc, parfois aussi, vous pourrez voir le titre de Sakuntala justement pour cette sculpture. L'œuvre connaît une première réalisation en plâtre vers 1886, mais le groupe n'est réalisé en marbre qu'après 1905. Et il porte alors le titre de Vertum et Pomone. Et le bronze, qui est présenté la même année en 1905 au Salon d'automne, va porter le titre de l'abandon. Donc, vous voyez, il y a une histoire assez intéressante autour de cette œuvre. Donc on passe de la mythologie hindoue à la mythologie grecque, puis à la psychologie ou à l'histoire intime. Et dans cette œuvre, vraiment, Camille Claudel imagine le désir, non comme dans un rapport de force, dans lequel une femme s'accrocherait à un homme qui la domine, mais comme le désir mutuel et réciproque de deux corps. Et donc on voit ce personnage masculin qui s'agenouille devant la femme, et cette femme qui se donne à lui. Donc c'est vraiment, Camille Claudel, en représentant ce thème, va vraiment briser le tabou justement du désir sexuel féminin et de cette attirance aussi de corps l'un vers l'autre. Alors, je vous disais tout à l'heure que voilà, la représentation de la femme dans son atelier est très courante. Et là, on voit justement Camille Claudel travaillant, alors là, à Sakuntala, c'est le titre de la photographie, mais c'est la même sculpture que je vous ai montrée précédemment.
Et là, on voit justement Camille Claudel qui est vêtue d'une blouse, hein, donc en tenue de travail, qui tient un ciseau propre donc au travail de détail. Donc c'est une image vraiment réaliste. Et donc Camille Claudel, c'est vraiment l'archétype. Alors c'est encore un autre modèle, c'est une autre figure pionnière, hein, pour des raisons différentes bien sûr que Rosa Bonheur et Louise Breslau. Elle est l'archétype vraiment de la femme géniale maudite. Elle a osé travailler dans la sculpture, qui est un milieu quand même relativement réservé aux hommes. Elle a osé servir de modèle à un grand artiste, Rodin. Elle a osé travailler avec lui et le prendre ouvertement pour amant. Elle a aussi surtout osé représenter dans ses œuvres le désir et l'érotisme des femmes. Et comme vous le savez, je passe brièvement, mais sa famille et Rodin l'ont abandonnée, elle a perdu la raison et l'histoire de l'art l'a oubliée pendant 75 ans. Alors justement, si l'on se penche, cette image atelier permettant de faire la transition avec la suite, si l'on se penche sur la question de la formation artistique, il apparaît clairement qu'il existe une opposition entre la formation artistique ouverte aux hommes et celle réservée aux femmes. La vie quotidienne des femmes artistes n'était pas du tout aisée. L'atelier était jusqu'ici plutôt un monde quand même masculin. Elle n'était admise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que comme modèle. Donc pour les femmes artistes, l'atelier est plus que tout le symbole de leur entrée dans la profession d'artiste. Il matérialise aussi la liberté acquise en tant que femme, aussi quant au choix des formats et des sujets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, enfin je dirais plutôt dès la seconde moitié du 19e siècle, il y a un changement aussi de regard sur l'atelier et les femmes. C'est-à-dire que l'atelier n'est plus considéré comme un lieu mondain, mais comme un lieu de travail. Parce qu'on voyait, hein, il y avait déjà des représentations avant de femmes dans un atelier, mais qui étaient plutôt un salon, à vrai dire. Et là, c'est vraiment la femme dans l'atelier, où elles sont représentées, comme l'était tout à l'heure Camille Claudel, en tenue de travail, en blouse ou en tablier. Donc en fait, le travail s'oppose plutôt, là, dans ce cas-là, à la mondanité, ou plutôt il la transcende. Et donc il y a une foule d'images qui existent, alors là évidemment je ne peux pas toutes vous les montrer, mais il y a une foule d'images qui existent justement sur cette représentation des femmes dans les ateliers. Donc là par exemple, je vous montre une photographie d'Edmond Bénard, et qui est d'ailleurs que l'on expose dans l'exposition Paris 1900, parmi toute une série justement d'artistes dans leur atelier, et il y a une femme, Juana Romani, qui est une artiste italienne, et Edmond Bénard en fait il était photographe, il était également éditeur de photographie. Et il s'est fait une spécialité de portraits d'artistes qui ont été publiés notamment dans les recueils Nos artistes chez eux, et qui permettaient justement l'introduction du spectateur dans l'antre de la création chez les artistes. Alors Juana Romani, elle n'est plus vraiment connue aujourd'hui, c'est une peintre italienne qui a été élève de Jean-Jacques Henner et qui a exposé régulièrement dans les salons, salon de la Société des artistes français, régulièrement de 1888 à 1904. Mais malheureusement, elle a eu la même destinée que Camille Claudel. Elle a été internée dans des hôpitaux psychiatriques. Alors, cette représentation est intéressante. Certes, c'est une représentation de la femme au travail, mais vous voyez bien quand même qu'il y a une volonté de création. Le lieu est propre, bien rangé. L'artiste, il y a vraiment une volonté de mise en scène, en fait. Hein. L'artiste est mise en scène en tant qu'artiste, mais ce n'est pas forcément une photographie très spontanée. Dans un même registre... Alors... Voilà. Ah, pardon, je vais trop vite. On voit Madeleine Lemaire, justement, aussi dans son atelier. Alors, Madeleine Lemaire, elle a reçu une médaille d'argent lors de l'exposition universelle de 1900, la Légion d'honneur en 1906, donc c'est aussi une femme reconnue pour son art. D'ailleurs, Proust l'a saluée dans le Figaro en 1903. Et donc, elle avait un atelier salon, hein, on est encore à la limite de la femme artiste et de la femme mondaine. Elle avait un atelier rue de Monceau, qui était l'un des salons les plus fréquentés de la Belle Époque. Il était surnommé l'atelier aux roses par Proust, puisqu'elle peignait de nombreuses peintures de fleurs, et les roses étaient ses fleurs favorites. Alors, faute d'enseignement justement dans une institution d'État, puisque l'école des Beaux-Arts n'ouvre qu'en 1900, il va y avoir un grand nombre d'écoles, d'académies privées justement, qui vont ouvrir leurs portes aux femmes artistes, ou celles en tout cas qui veulent apprendre le métier. Dès 1860, le peintre Charles Chaplin ouvre un cours professionnel destiné aux femmes, mais avec une formation différente de celle donnée aux hommes, donc on est quand même pas encore dans le mimétisme le plus total. Et puis en 1868, c'est l'Académie Julian, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, située passage des Panoramas, qui est l'une des écoles les plus prisées de Paris, et qui va justement ouvrir un atelier pour les femmes. Et là, on retrouve Marie Bashkirtsev, qui représente justement l'atelier de femmes dirigé par Monsieur Julian.
où on voit justement un grand nombre de femmes qui peignent d'après un modèle. Et donc c'est en 1873 que Rodolphe Julian va ouvrir cet atelier pour les femmes. Il va rapidement devenir une alternative à l'école des Beaux-Arts, qui fermait encore ses portes pour elle, et il va y avoir des compétitions à égalité avec les hommes. Elles vont travailler sur modèle vivant, sur le nu également, ce qui est relativement avant-gardiste à l'époque. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce modèle que vous voyez, qui est nu, enfin qui est drapé d'un petit vêtement, d'un petit linge, c'est un enfant, c'est assez étonnant. Et en 1880, l'Académie Julian ouvre un autre atelier rue Vivienne, et en 1988, une annexe rue de Berry. Donc c'est vraiment une académie qui prend de l'ampleur à l'époque, et notamment l'atelier de Bouguereau. William Bouguereau sera très apprécié des femmes, et notamment des américaines. Il y aura beaucoup d'artistes, puisque Paris à l'époque, et on a tenté de le montrer dans l'exposition Paris 1900, c'est vraiment le capital des arts à l'époque. Il y a beaucoup d'artistes, et notamment d'artistes femmes, qui viennent même de l'étranger, et des américaines, et notamment Elisabeth Garner, qui sera d'ailleurs l'épouse de William Bouguereau, et qui étudiera bien sûr à l'Académie Julian. Et donc l'Académie Julian va former beaucoup de femmes qui ont joué un rôle important justement dans la conquête des salons. Donc Marie Bashkirtseff, bien sûr, Louise Breslau, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce sont vraiment, c'est un lieu vraiment important à l'époque, et important aussi pour l'émancipation des femmes artistes. Hélène Berthaud va ouvrir en 1873, donc c'est cette femme qui est représentée, c'est une femme sculpteur, qui va ouvrir des cours de modelage et de sculpture pour les femmes rue du Faubourg Saint-Honoré. Et en 1879, elle installe son école dans l'hôtel particulier qu'elle vient de faire bâtir, avenue de Villiers. Et en 1881, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle, puisqu'elle fonde l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui va avoir un rôle important sur lequel je reviendrai dans peu de temps. Et c'est vraiment elle et l'UFPS, donc l'Union des femmes peintres et sculpteurs, elles vont vraiment mener une bataille justement pour l'ouverture de l'école des beaux-arts aux femmes, et ce qui aboutira justement à cette réalité, l'ouverture des beaux-arts aux femmes en 1900. Une autre académie importante, c'est l'Académie Colarossi, qui est située quai des Orfèvres et qui sera transférée en 1870 rue de la Grande Chaumière. Elle dispense une éducation similaire, articulée aussi autour de l'apprentissage de la copie, puis de l'étude d'après le modèle vivant. Et par exemple, et je vous le disais, donc Camille Claudel, avant de rentrer dans l'atelier de Rodin, avait suivi des cours dans cette académie. Alors, plus marginaux, mais tout aussi courtisés, vous avez aussi les enseignements qui sont délivrés par les grands maîtres de l'époque, par les grands artistes reconnus. Rodin, qui s'est vu 3 fois refuser l'accès à l'entrée de l'école des Beaux-Arts, va proposer un enseignement qui n'assure ni le succès au concours, ni l'obtention de commandes, mais à la limite, pour les femmes, c'est pas très grave, puisque de toute façon, elles sont quand même déjà court-circuitées d'avance. Donc finalement, un grand nombre de femmes vont suivre aussi les enseignements de Rodin, où il enseigne dès le printemps 1900, aussi, secondé par Bourdelle et Desbois, aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Alors, un dénombrement exhaustif de toutes ces académies et de ces écoles nées d'initiatives prisées serait malaisé et serait pas l'objet de cette conférence, bien sûr, et d'autant plus que certaines écoles, alors là je vous ai montré un peu les plus célèbres, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et elles ont eu parfois une existence très, très éphémère, donc c'est difficile d'avoir un dénombrement exact, exhaustif, mais là où on peut insister, c'est que leur particularité, c'était vraiment la liberté pédagogique, et le cosmopolitisme aussi, par opposition justement à l'École nationale des beaux-arts. Mais les difficultés dans ces écoles ne sont pas absentes pour les femmes, puisque la principale difficulté était d'ordre économique. Le tarif des leçons appliquées aux femmes était beaucoup plus cher, était parfois le double que celui appliqué aux hommes. Pour exemple, après un mois à mi-temps à l'Académie Julian ou à l'Institut Rodin, cela coûtait 60 francs aux femmes, 30 francs aux hommes. Révoltons-nous. Alors, l'école des beaux-arts, je vous le disais, ouvre finalement quand même aux femmes en 1900 grâce aux pressions justement de l'Union des femmes peintres et sculpteurs.
Mais alors c'est progressif, puisque Hélène Berthaud avait déposé dès 1890 justement un projet d'une classe spéciale pour les femmes à l'école des Beaux-Arts. Il faudra attendre 1896 pour que la bibliothèque et les cours magistraux de perspective, d'anatomie, d'études d'après le nu soient accessibles aux femmes artistes. Et il faudra également attendre 1897 pour qu'elles puissent se présenter aux examens d'entrée et suivre des cours de peinture et de sculpture. Et attention, dans des salles séparées des hommes, bien sûr, et seulement de 8h à 10h le matin. Vous voyez, c'est assez contraint. Et il faut attendre 1900 donc, pour voir la création d'ateliers réservés aux femmes, identiques à ceux des hommes, et notamment les ateliers d'Imbert pour la peinture et de Marqueste pour la sculpture. Et enfin, il faudra attendre 1903 pour qu'elles puissent concourir pour le prix de Rome. Et à titre de comparaison, la Royal Academy de Londres n'était plus interdite aux jeunes filles depuis 1861. Donc vous voyez, en France, on a un peu tardé. Alors, il faudra attendre, donc je vous ai dit, le prix de Rome est accessible dès 1903 aux femmes, mais il faut attendre 1911 pour que la première femme artiste remporte le prix de Rome de sculpture. Donc c'est ce que je vous présente ici, c'est Lucienne Velmans, qui présente avec Oreste endormi, qui gagne le prix de Rome, qui donc ouvrait à la lauréate les portes de la Villa Médicis pour 4 années d'études. Et il faut attendre 1925 seulement pour que sa consoeur Odette Pauvert remporte le prix de Rome de peinture avec la légende de Saint-Ronan. Mais en réalité, donc, on pourrait penser justement que c'est une formidable rupture, une formidable innovation que l'école des Beaux-Arts ouvre en 1900 aux femmes. Mais en fait, ces femmes sont admises à l'école au moment où celle-ci perd son influence dans la vie artistique, puisque l'arrivée d'artistes des 4 coins d'Europe avant et après la Première Guerre mondiale, les débuts du cubisme aussi et de l'abstraction vont redistribuer les cartes autour de la modernité. Au fait, aucune des grandes artistes qui ont été formées à l'école des Beaux-Arts, donc à partir de 1900, ne va marquer le XXe siècle. Donc, ce qui n'empêchera pas quand même d'œuvrer à l'amélioration du statut des femmes artistes, mais je dirais que ça arrive un petit peu trop tard en fait. Alors, ce qui était important pour les femmes artistes, vous en doutez, c'était le droit à la simèse, c'était donc après la formation, bien sûr, c'était le droit à exposer au salon. Et justement, à la fin du 19e siècle, autour de 1900, les femmes, bien sûr, dont les tableaux, les sculptures étaient retenues par les jurys, pouvaient exposer au salon, donc sous l'égide de l'État et de son organe artistique, l'Académie des Beaux-Arts. Donc le salon reste le pivot vraiment autour duquel s'articule la vie artistique, et aussi pour les femmes. Mais dès le début du XXe siècle, vraiment à cette période charnière qu'est la Belle Époque, il y a de nouveaux salons qui sont ouverts pour les artistes, aussi bien d'ailleurs masculins que féminins, comme le Salon des Indépendants, qui est fondé en 1884, qui prend position justement contre l'académisme et l'art officiel de la fin du XIXe siècle. Le Salon d'automne également, qui ouvre en 1903. Et la participation des femmes justement dans ces salons équivaut à peu près 20%, donc ce qui est honnête. Et la devise, par exemple, du Salon des Indépendants était « ni jury, ni récompense ». Et en fait, cette liberté d'expression, justement, a permis aussi et a facilité, en fait, les conditions d'accès des femmes artistes à ce type de salon, du fait de cette plus grande liberté, je dirais, dans les conditions d'accès. Vraiment, on assiste vraiment à une période de multiplication des lieux d'exposition, et l'Union des femmes peintres et sculpteurs, donc, qui a été créée par Hélène Berthaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'elle a été à l'initiative aussi d'un des ateliers, donc un des lieux de formation pour les femmes. Eh bien, l'UFPS va vraiment donner l'occasion aux femmes d'exposer collectivement. Et cette association, donc fondée par Hélène Berthaud, va vraiment avoir un rôle moteur. Et le premier salon, justement, où peuvent exposer les artistes peintres et sculpteurs, a lieu en 1882. Et la nouveauté, je dirais, dans ce type de salon de l'UFPS, c'est la rupture, en fait, avec la hiérarchie dans l'accrochage. C'est-à-dire que les œuvres d'amateurs étaient exposées à côté des œuvres des débutantes, elles étaient exposées à côté des œuvres des professionnels. Il n'y avait pas de hiérarchie, en fait, dans l'accrochage. Et justement, Hélène Berthaud défendait l'idée que les plus expérimentés devaient soutenir les amateurs. Donc ça, c'était assez novateur. Et comme en plus il suffisait juste d'une cotisation pour pouvoir appartenir à cette association, elle a permis à de nombreuses femmes d'y participer. Mais
à vrai dire, l'UFPS ne sera jamais, tous ces salons justement mis en place par cette union des femmes peintres et sculpteurs, ne va jamais être le lieu de révolution picturale. Et c'est un peu le même constat qu'on peut faire suite à l'ouverture de l'école des Beaux-Arts en 1900, on arrive un petit peu après la bataille. Là, l'UFPS aussi ne sera vraiment jamais le lieu de la modernité, mais elle va quand même jouer un rôle moteur dans la crédibilité des femmes artistes en leur donnant la possibilité d'exposer. Donc c'est déjà important. Et puis l'État aussi verra toutes ces expositions et parfois achètera des œuvres de femmes artistes justement. Donc cette union quand même joue un rôle. Et on retrouve notre ami Octave Uzanne justement qui a toujours un bon mot à propos des femmes et qui en 1894 est un peu étonné justement devant cette multiplication, comme je vous le disais, de salons et notamment de salons qui sont ouverts aux femmes et notamment le salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Alors déjà, donc je cite, « Déjà nous voyons une armée de peintresses envahissant les ateliers, les salons annuels, ayant même formé une exposition des femmes peintres et sculpteurs où les toiles, souvent quelconques, accaparent à chaque retour du mois de février un pavillon tout entier du Palais de l'Industrie. » Et il s'inquiète un peu plus loin de cette augmentation des femmes artistes qui menace de déchaîner à courte échéance sur l'art, un véritable fléau, une confusion affreuse, un règne de médiocrité qui épouvante. Et pour illustrer cette citation tout à fait intéressante, une illustration justement de Jean-Renard Dreiner, qui montre justement un homme qui est effaré justement de voir cette affiche de l'exposition des femmes peintres et sculpteurs dont je parlais tout à l'heure, et qui fuit cette multiplication et cette arrivée des femmes artistes sur la scène. Alors, les salons qui se sont multipliés au tournant du siècle, en fait, n'ont plus un rôle aussi important à l'orée du XXe siècle dans la promotion des artistes, que ce soit d'ailleurs pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et n'offrent qu'une vitrine limitée, progressivement d'ailleurs boudée par le public habituel. Et finalement, tout se passe à cette époque dans les galeries, essentiellement. Et je voudrais insister justement sur le rôle d'une galerie. Alors, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais je peux pas parler de toutes les galeries. Mais je voudrais parler de la galerie de Berthe Weil, puisque autant ce que je vous essaye de vous montrer, c'est qu'il n'était quand même pas simple d'être une femme artiste à cette époque, mais il n'était pas non plus simple d'être une femme galeriste, surtout quand on avait des moyens limités, et Berthe Weil justement n'avait pas les moyens les financiers aussi importants que ses confrères, et Berthe Weil justement va ouvrir une galerie en 1897 rue Victor Massé, et donc c'est au pied de la butte Montmartre. Et elle va exposer justement les artistes femmes au même titre que les artistes masculins, comme Raoul Dufy, Picasso. C'est une femme qui va vraiment avoir un rôle assez avant-gardiste dans la représentation d'artistes, mais sans forcément défendre d'ailleurs particulièrement les artistes féminines. Ce n'était pas a priori une féministe, mais elle exposait toutes les personnes qui lui semblaient avoir une qualité en dehors d'ailleurs de leur sexe. Elle va multiplier les expositions de Jacqueline Marval, Marie Laurencin, Suzanne Valadon, Émilie Charmy. Et justement, elle va donc Émilie Charmy, c'est une une carte commerciale justement de sa galerie qui va être assez connue à l'époque. Et elle va justement faire connaître Émilie Charmy. Là, ici, Émilie Charmy, c'est une artiste qui est née à Saint-Étienne, qui va d'abord avoir une production lyonnaise. Donc, c'est un peu l'exemple de l'artiste provinciale qui va ensuite faire une carrière à Paris. Et en fait, peu de ses œuvres sont connues car elles ont été achetées essentiellement par des collections privées. Donc, peu de musées, finalement, conservent ses œuvres. Elle est issue de la moyenne bourgeoisie et justement, elle déménage après une période de production artistique à Lyon. Elle va déménager en 1903 à Saint-Cloud où elle va développer un style, là c'est un autoportrait, un style plutôt coloré et qu'on peut classer, proche de Matisse et proche des Fauves. Et à partir de 1903, elle va présenter ses peintures à Paris au Salon des Indépendants et au Salon d'automne. Et sa production de peinture va susciter peu de critiques, en fait, on va peu en parler, mais au moins sa participation au Salon lui donne l'occasion d'accéder au groupe artistique d'avant-garde. Et c'est là qu'elle va se lier avec Matisse, Marquet. Et elle va être remarquée justement par Berthe Weil au Salon des Indépendants. Et justement, voilà ce que dit Berthe Weil dans ses mémoires. Là je vous présente un autre, pour vous montrer un peu le style de cette artiste, assez proche de la palette de couleurs des artistes fauves.
Voilà ce qu'en dit Berthe Weil dans ses mémoires Pendant l'œil. Alors, Pendant l'œil, c'est très intéressant parce que c'est un document vraiment qui, peut-être que vous le connaissez, qui narre en fait un peu toutes les découvertes de Berthe Weil sur ce milieu artistique, pas seulement féminin, hein, bien sûr, sur ce milieu artistique, voilà, au début du XXe siècle, enfin, les premiers quarts du XXe siècle. Et elle dit, voilà, d'Émilie Charmy, c'est cette année-là que j'y remarque les peintures d'une jeune fille qui ne m'a pas encore présenté ses œuvres, que je ne connais pas et en laquelle je sens une personnalité. Je lui écris, la priant de m'apporter une ou deux peintures, ce qu'elle fait. J'en vends une au cours des expositions qui suivent. Depuis, mademoiselle Charmy est devenue ma meilleure amie. Mon amitié pour elle n'a fait que s'accroître dans la suite, du fait de l'hostilité presque haineuse à laquelle elle fut en but de la part des peintres, des femmes surtout. Nous continuerons à la citer parmi nos bons peintres. Et Émilie Charmy rend hommage justement à Berthe Weil en faisant son portrait. Alors je suis désolée de la qualité de l'image, c'est une image que j'ai pris un peu à la dérobée dans un livre, dans une bibliothèque. Et voilà, ce portrait est en noir et blanc et je n'ai pas pu trouver, alors peut-être que j'ai pas cherché assez longtemps, mais j'ai vraiment pas pu trouver d'autres représentations en couleur de meilleure qualité. Donc j'en suis désolée, mais on retrouve quand même, hein, vous voyez je reviens sur Berthe Weil, le visage, hein, de Berthe Weil. Donc Émilie Charmy rend hommage aussi au rôle de Berthe Weil justement dans la reconnaissance de sa peinture. Et donc Émilie Charmy, je vous la présente parce que c'est vraiment, elle se voit vraiment comme une indépendante en fait au sein des femmes artistes à l'époque. Et voilà. Et je voudrais vous montrer aussi une autre artiste qui a été, que vous connaissez probablement, qui est plus connue qu'Émilie Charmy, c'est Suzanne Valadon, qui s'est aussi revendiquée comme totalement indépendante à l'égard de l'art officiel et des nouvelles formes artistiques. Donc elle n'a pas non plus émergé comme une figure marquante de l'histoire de la peinture, mais elle a été aussi exposée justement par Berthe Weil à de nombreuses reprises. Et en fait, Suzanne Valadon a été vraiment une prodigieuse dessinatrice, et dont surtout elle a été remarquée en fait, notamment par ses premières esquisses, par Toulouse-Lautrec et Degas. Mais vous voyez, là, on est encore dans un type de thème où on attend les femmes. Hein. Là, elle représente justement une femme allaitant son enfant, donc on est aussi dans des thèmes assez convenus. Et voilà, là par exemple, c'est un autre tableau un peu plus tardif de Suzanne Valadon. C'est pour vous montrer un peu dans quelle forme artistique elle se situait. Mais en fait, au moment où, donc je vous disais que les salons perdent leur influence, ce sont les galeries plutôt, hein, qui, autour de 1900, vont vraiment permettre aux artistes de l'époque d'être connus, d'être montrés. Mais finalement, dans ces galeries, il n'y aura pas non plus énormément de femmes qui vont être représentées. Et elles vont être quand même relativement absentes du marché de l'art à l'époque. Mais alors, pour conclure, mais de manière un petit peu longue, enfin pas trop, rassurez-vous, mais je voudrais m'interroger en fait sur l'alternative, justement, quelles sont les alternatives à cette carrière institutionnelle que j'ai essayé de vous brosser à grands traits. Parce qu'en regardant les archives, en regardant les différentes sources justement où on peut trouver des femmes artistes, il y a vraiment un grand nombre de documents justement qui reconnaissent les femmes en tant qu'artistes, justement dans un domaine qui leur est un peu spécifique. C'est le domaine des arts d'agrément, des arts de la femme, dont on parle peu finalement aujourd'hui dans l'histoire de l'art, mais qui est quand même, enfin en tout cas qui permet de se poser justement une question, la question justement de l'accès des femmes à une carrière institutionnelle. Et en fait, il y a de nombreux artistes qui vont marquer une tendance, qui est d'abord portée par les hommes, mais ensuite par les femmes, à spécifier justement les contours d'un art féminin. Le travail de femme. Et dès la fin du XIXe siècle, s'élabore en France donc un domaine féminin, bourgeois, officiel et nationaliste, qui va être producteur d'un artisanat de luxe, qui ne va rien partager avec les ambitions des femmes créatrices qui ont bravé l'interdit social, hein, comme celle que je vous ai présentée avant, notamment Camille Claudel. Bien sûr, on est très loin de ce type de carrière, mais c'est vraiment la femme va être au centre d'une volonté masculine de régénération des arts appliqués. Donc c'est vraiment dans le domaine des arts décoratifs qu'il va y avoir aussi un grand nombre de femmes artistes qui vont s'épanouir. Et alors, dès 1865, l'Union centrale des beaux-arts, appliquée à l'industrie, va créer en son sein le patronage des dames, chargé de concourir à l'enrichissement des collections du musée, de la bibliothèque, et elles vont notamment assurer l'acquisition d'œuvres.
et qui seront exposées sous les voûtes du palais de l'Industrie. Vous savez, le palais de l'Industrie, c'était ce qu'il y avait avant le Grand Palais et le Petit Palais. Et elles vont encourager la création artistique féminine en organisant des concours, en organisant des expositions. Et justement, il y a une première grande exposition qui est consacrée aux arts de la femme, qui est organisée donc, en 1892 au palais de l'Industrie. Et là, je vous montre l'affiche justement de cette exposition. Et c'est intéressant puisqu'il y avait vraiment, alors dans cette exposition, quand on regarde le guide livret illustré en fait de cette exposition, il y a une partie rétrospective qui réunit tous les arts décoratifs pratiqués par les femmes, donc la tapisserie, la broderie, les peintures, les gravures, dentelles. Et puis tous les travaux d'artisans qui ont paré la femme dans le domaine de la mode et de la coiffure. Et puis il y avait une autre partie un peu plus contemporaine qui est consacrée à l'industrie et à ce qu'on appelait pudiquement les ouvrages de dames. Donc cette exposition en fait va s'adresser aussi bien aux femmes en tant que consommatrices qu'en tant que créatrices. Donc c'est aussi une manière de montrer le travail des femmes artistes de l'époque. Et Eugène Grasset justement, qui est un artiste suisse, ténor de l'Art Nouveau, comme vous le savez, qui va faire un tiré à part justement pour le guide de cette exposition. Alors là on voit justement la femme dans une représentation très courante, installée à son atelier en train de coudre. Et cette exposition va vraiment célébrer les femmes dans le domaine de la décoration intérieure. Et donc dans cette association justement qui lie les arts appliqués les femmes, il y a vraiment toujours cette idée qui fait des femmes des artistes de l'intérieur. Donc vous voyez, parallèlement à des carrières d'artistes assez atypiques, on a vraiment ce lien très fort entre cette idée très forte de la femme artiste, mais artiste de l'intérieur avec des thèmes assez convenus. Et la deuxième exposition, justement, de ces arts de la femme, en 1895, est conviée à Madame Pégard. Et ça... Il y a vraiment une volonté, en fait, d'encadrer le travail féminin dans les arts décoratifs. Et cette création de ces sociétés, de ce comité des dames et de ces expositions va se situer aussi dans un contexte de débat dans la société française sur la place des femmes, la place du travail féminin également, puisque le travail féminin à l'époque était de plus en plus visible, était aussi regardé avec méfiance par les hommes, avec une potentielle concurrence. Il était aussi surtout accusé en fait de perturber l'ordre social par une concurrence déloyale au travail masculin, et puis il était surtout accusé de troubler l'ordre familial en enlevant la femme à ses tâches d'épouse et de mère. Donc ces expositions au Palais de l'Industrie ne vont pas vraiment être à proprement parler une œuvre d'émancipation féminine, mais elles entendent plutôt guider justement les femmes dans un travail artistique, dans un métier artistique. Elles parlent aussi parfois de métier vertueux. Et justement, l'exposition de 1895 va vraiment être un coup d'éclat du comité des dames, puisqu'il y aura plus de 16 000 entrées, donc ce qui est quand même tout à fait honnête pour l'époque. Et justement, quand on regarde le guide livret qui accompagne cette exposition, alors je vous le mets, c'est un peu amusant de voir ça aujourd'hui, mais les travaux, en fait, ce sont des travaux à la main, bien sûr, et qui sont classés. Alors, vous voyez, ils sont classés de la manière suivante. Donc, il y a les travaux à l'aiguille, donc avec la broderie, le crochet, le tricot. Ensuite, il y a les travaux de peinture et de dessin. Alors, mais on est toujours dans la peinture appliquée aux arts décoratifs, donc bien sûr on est loin de la peinture du grand genre. Et il y a ensuite des travaux de sculpture, de gravure, mais sculpture encore une fois c'est des sculptures d'ornement, ce n'est pas la grande sculpture. Et puis des travaux divers, les fleurs artificielles, les plumes. Et dans cette exposition, là je vous ai mis ça, c'est intéressant parce qu'en fait cette exposition présente aussi tous les travaux des associations professionnelles, donc qui ne sont pas vraiment considérées comme des femmes artistes, mais ce sont toutes les associations. Et là par exemple je vous ai mis la page où il y a l'association de l'Aiguille, donc avec toutes les personnes, toutes les femmes qui sont membres de l'association de l'Aiguille et qui présentent leurs travaux, tout à fait intéressants sûrement. Mais dans cette exposition, donc pour vous montrer un peu le mélange des genres, il y a aussi des dames artistes. Donc vous voyez, il y a une opposition entre les associations des femmes qui sont peut-être plutôt considérées comme des artisanes, et là les dames artistes. Et vous voyez par exemple, j'ai choisi la page où on voit Louise Abéma, qui était une artiste célèbre de l'époque, qui a eu la médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900, qui a été chevalier de la Légion d'honneur en 1906, donc qui a eu une reconnaissance institutionnelle officielle, qui était justement présente, qui exposait à cette exposition des arts de la femme. Donc vous voyez, c'est assez étonnant justement de voir ce rapprochement. En 1898, une autre exposition des arts de la femme qui accueille 4000 visiteurs, 179 exposants.
Et ces expositions des arts de la femme vont vraiment connaître un succès international à la fin du XIXe siècle. Il y a de nombreuses expositions du même genre qui vont être organisées à La Hague, à Rome, à Gand, et qui vont se focaliser en fait donc sur, là on parle plutôt d'artisanat féminin, mais qui vont soulever vraiment les enjeux du travail des femmes et la modernisation des industries d'art, justement, auxquelles sont confrontées toutes les nations européennes. Ce n'est pas seulement un cas français. Et il existe une exposition un peu équivalente au Palais de la Femme, qui est une des plus grandes, enfin une des attractions assez amusantes de l'exposition universelle de 1900 justement. Donc là, je vous présente l'affiche de ce Palais de la Femme, hein, qui est de Privat Livemont, qui était un peintre et un éditeur d'estampes belge. Qui met en scène une femme et une fille dans un paysage bucolique. Hein, on est tout à fait dans l'esprit de la Belle Époque, dans l'esprit Art Nouveau. Et ce palais, en fait, abritait justement de nombreux travaux réalisés par des écoles professionnelles, par des associations aussi, un type l'association de l'Aiguille, et qui présentait aussi une exposition artistique d'œuvres de femmes qui étaient récompensées dans les salons officiels. Donc, vous voyez toujours hein, cette ambivalence. Et parallèlement à ces expositions, le Comité des Dames, donc de l'Union centrale des arts décoratifs, organise des concours qui s'adressent aux artistes femmes essentiellement de nationalité française, donc aussi bien des amatrices que des professionnelles. Et là, je vous présente juste un peu pour vous donner un ordre d'idée hein, de ce type de concours. Il y a un concours d'éventail, par exemple, en 1897, un concours de napperon en 1903, et je cite la revue Art et Décoration de 1903 qui disait que, donc en parlant du concours de napperon, ce programme était fait pour exciter l'émulation de jeunes filles artistes que l'on aimerait voir se spécialiser dans les industries franchement féminines. Nous ne sommes pas encore pourvus, heureusement, des femmes ingénieurs ou des femmes architectes comme en possède déjà l'Amérique. N'y aurait-il pas avantage pour les jeunes artistes à s'adonner entièrement aux arts, plus particulièrement destinés à la femme, les arts textiles, entre autres. Donc, vous voyez, il y a vraiment une volonté étatique et une volonté institutionnelle aussi de cantonner les femmes à ce type de domaine. Alors, je vous montre quand même, bon, je suis désolée, j'ai pas les seules reproductions étaient en noir et blanc. Donc, le premier prix, donc c'est Mademoiselle Marie Portier, rendons-lui hommage, qui remporte le concours de napperon, justement en 1903. Mademoiselle Berthe Encart, qui remporte le deuxième prix, donc avec des compositions d'art textile. Et justement à cette époque, donc à la fin du 19e siècle, surtout à partir des années 1890, ces concours, ces expositions sont accompagnés aussi de création d'écoles d'art décoratif, et justement qui ont vraiment une volonté de passer justement d'une formation jusqu'à leur tourner vers un art d'agrément à une vocation véritablement professionnelle. Et d'ailleurs, parmi les élèves de ces écoles, et notamment de l'école du Comité des Dames de l'UCA, de l'Union des arts décoratifs, quelques-unes sont devenues des artistes reconnus. Je vous donne juste un exemple qui est un peu postérieur à notre période, mais Charlotte Perriand était une des élèves justement de cette école du Comité des Dames. Alors, pour terminer, je voudrais vous citer un article de la revue toujours Art et Décoration qui note l'importance de la place de la décoration intérieure et des travaux féminins justement dans ces carrières artistiques de femmes. Je cite, « Ce sont ces travaux qui peuvent largement contribuer à faire entrer chez nous cet art nouveau que l'on réclame tant. On voit par là quelle énorme portée morale peut avoir sur l'avenir artistique de notre époque cette collaboration féminine. Qui plus que la femme est à même de favoriser et d'accomplir cette évolution? N'est-ce pas à elle que revient le soin d'orner nos demeures? C'est donc elle qui, par ses travaux d'un goût nouveau et tout moderne, introduira chez nous cet élément qui va rajeunir et revivifier l'arrangement intérieur et la décoration de nos appartements. » Donc tout est dit, hein, la femme est cantonnée à ce domaine qui est aussi une manière pour elle de s'exprimer et de s'épanouir. Et je voudrais terminer avec cette broderie d'une grande brodeuse, en fait, une grande brodeuse, Madame de Ruder, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est une artiste belge qui a travaillé avec son mari, Isidore de Ruder. Et justement, je termine avec cette allégorie du mariage. C'est un décor pour le salon de l'hôtel de ville, le salon des mariages de l'hôtel de ville de Bruxelles. Et en fait, Madame Ruder était vraiment une brodeuse très reconnue internationalement dans l'art de la broderie. Mais ce qui est finalement intéressant, c'est ce qu'en dit toujours la revue Art et Décoration de cette artiste, justement, parce qu'il la considère comme une artiste. Mais c'est un autre idée, je cite, c'est un autre idéal que poursuit cet artiste. Les matières les plus riches et les effets les plus somptueux sont ceux qu'elle recherche de préférence. Elle a produit ainsi des œuvres d'art véritables et d'une valeur artistique absolue. Donc vous voyez, cette femme qui finalement est plutôt dans la lignée de ce que je vous ai montré avant, hein, dans ces arts d'agrément, dans ces arts dits de la femme, est reconnue comme une artiste à part entière, donc et pourrait
être dans notre tableau, dans notre panorama en fait des artistes femmes que j'ai abordé en première partie de cette conférence. Mais on est encore, vu le thème, on est encore dans un des thèmes justement où on attend la femme, hein, c'est l'allégorie du mariage. Ce n'est pas un thème non plus très révolutionnaire. Voilà, donc je vous laisse méditer sur cette broderie. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Y a-t-il quelques questions? Attendez, j'arrive. Oui, alors... Oui, tout à fait, je l'assume. Voilà, moi, c'est vrai, de la même façon que... La musique, en effet, est tout à fait une forme artistique, la littérature aussi. Là, moi, je me suis concentrée plutôt sur les femmes peintres et sculpteurs. Hein. Après, il était difficile en une heure de tout aborder, et je dirais finalement... La musique, en fait, le souci quand on parle des femmes artistes, c'est que finalement, parfois, elles peuvent davantage peut-être s'épanouir dans le monde de la musique quand elles sont interprètes, plutôt que quand elles sont créatrices. Et ça, il y a de nombreux exemples qui montrent justement qu'il y a de nombreuses femmes, par exemple, cantatrices, qui vont être reconnues pour leur carrière de cantatrice. Mais voyez, elles restent dans un... Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais elles restent dans un domaine, voilà, comme le modèle ou comme l'inspiratrice, si vous voulez, mais elles ne vont pas forcément être dans le domaine de la création. Et c'est un art, la musique, qui était bien spécifique comme art d'agrément. Oui, c'est vrai, mais alors... oui, vous avez raison, mais c'est vrai que, en tout cas dans les archives que j'ai consultées, dans les sources... Voilà, moi je me suis plutôt concentrée, c'est vrai, sur les arts décoratifs, mais la musique, oui, faisait partie justement des arts d'agrément et des éléments d'une éducation, l'éducation bourgeoise de la jeune fille, bien sûr, l'apprentissage du piano, l'apprentissage du violon, les gammes, bien sûr. Alors j'ai l'exemple de ma mère, à qui sa mère avait dit, ma mère voulait faire justement apprendre la musique, elle l'apprenait, elle en a fait 5-6 ans, et sa mère... Elle demandait justement de l'aider. Et sa mère lui a répondu, je ne veux pas que tu sois une marchande de notes. Oui. On voit tout à fait l'atmosphère de l'époque. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous avez parlé des écoles d'art privées. Enfin, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait liberté totale dans ces écoles d'art? Est-ce que les cours de nu anatomique étaient diffusés aux femmes exactement dans les mêmes conditions que pour les hommes, ou est-ce qu'il y avait une police des mœurs qui, à l'époque, fouillait un peu dans ces établissements? Je voulais savoir en même temps, si vous pouviez nous dire quelle était la situation. Je suppose qu'en Angleterre, elle était un petit peu plus avancée pour les femmes, mais enfin, pour comparer à des pays, des puissances artistiques comme l'Allemagne et l'Angleterre, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus en avance? Et puis, est-ce que dans le cas des représentations mythologiques, est-ce que tous les tabous étaient supprimés? Est-ce qu'on pouvait tout représenter sous forme mythologique, notamment les désirs féminins dont vous nous avez dit qu'ils étaient interdits? Alors, pour répondre à votre première question, donc en fait, à la fois, donc ces écoles justement étaient assez novatrices puisqu'elles ouvraient leurs ateliers aux femmes. Maintenant, elles permettaient l'étude du nu et l'étude d'après modèle vivant. Maintenant, c'est vrai que souvent, les hommes, pour les cours des femmes, couvraient leur sexe d'un linge, justement, pour ne pas atteindre la pudeur des femmes. Donc, il y avait quand même un certain tabou quand même si quand même ces cours étaient ouverts et l'homme était quand même nu, mais voilà, juste, on le disait, les articles de l'époque disent qu'il était caleçonné, voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième question, donc la comparaison avec les pays étrangers, hein, c'est ça? Oui. Alors, je vous l'ai dit, en Angleterre, la Royal Academy des Arts ouvre ses portes aux femmes en 1861. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus tôt par rapport à l'école des Beaux-Arts qui ouvre aux femmes seulement en 1900. On est quand même plus en avance. Mais je dirais que c'est à l'image aussi d'un contexte plus général où la revendication des droits civils des femmes est plus tardive en France qu'en Angleterre ou que dans d'autres pays. Donc on reste dans une continuité en quelque sorte. Après, pour l'Allemagne, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Voilà. Et pour répondre à votre troisième question...
Alors, votre troisième question, c'était sur la peinture mythologique. Mythologique, oui, si tous les tabous sautaient en cas de représentation mythologique pour les désirs féminins. Alors, vous voulez dire représentés par des femmes? Elle n'existe pas ou par vraiment. des femmes ou par des hommes. Je veux dire, le désir féminin qui s'exacerbe dans toute sa beauté. Alors, le désir féminin peut tout à fait être représenté par des hommes. Là où il y a justement un tabou, c'est plutôt le désir féminin représenté par des femmes. Et c'est là où justement, c'est là où Camille Claudel justement brise ce tabou en représentant, quand Rodin représente pratiquement des sujets similaires à ceux de Camille Claudel, il y a aucun souci. Ça passe tout à fait les jurys, ça passe les réactions de l'État et les réactions du public. Par contre, Camille Claudel, elle, se retrouve quand même rapidement face à la censure de l'État. Donc, les hommes pouvaient tout à fait représenter le désir féminin, il n'y avait pas de problème. Et la peinture mythologique, oui, pouvait être une sorte de subterfuge ou d'artifice justement pour représenter des choses qu'on ne pouvait pas représenter de manière réaliste. Mais justement, Camille Claudel, quand elle représente dans La Valse, par exemple, quand elle représente cette scène d'amour cette scène de rencontre entre un homme et une femme, elle n'utilise pas justement l'artifice de la mythologie. Elle représente vraiment une scène. Alors, peut-être pas réaliste, mais enfin, si, il y a une forme aussi de réalisme dans cette représentation. Donc elle n'utilise pas, et c'est en ça aussi qu'elle a choqué. Elle n'a pas utilisé justement l'idéal, elle ne s'est pas réfugiée derrière l'idéal antique ou l'idéal mythologique pour représenter le désir féminin. Et à partir de 1900, quand l'Académie s'ouvre aux femmes, les hommes ne sont plus couverts par une petite pagne comme vous nous avez montré. Les femmes avaient droit exactement au même cours que les hommes, ou c'était toujours un petit peu... Oui, non, c'est une bonne question. Je pense que oui, il y avait vraiment une égalité quand même de traitement, enfin d'accès. C'était des cours mixtes. Ah oui, c'était des cours mixtes, oui. Oui, donc. Mais d'ailleurs, dans certaines académies, c'est pas révolutionnaire par rapport à l'école des Beaux-Arts. Dans certaines académies, il y avait déjà des cours mixtes. Hein. Pas tous, mais certains cours étaient déjà mixtes, à l'Académie Julian notamment. Il y avait des classes réservées aux femmes, des classes réservées aux hommes, mais il y avait certains cours qui étaient mixtes. Merci. Je vous en prie. Vous n'avez pas cité Berthe Morisot. Est-ce que c'est parce que pour vous, c'est un cas à part ? Oui, non, c'est une bonne question. C'est vrai que quand j'ai fait ma préparation, je me suis dit, est-ce que j'en parle? Alors non, c'est pas spécialement un cas à part. Alors il se trouve qu'elle est morte avant, elle est morte en 1895, je crois. Donc alors vous me direz, Rosa Bonheur est morte en 1899, bon. Mais je voulais quand même choisir plutôt des femmes qui ont passé le siècle. Voilà. Mais voilà, c'est assez arbitraire, j'en conviens. Non, Berthe Morisot, oui, c'est tout à fait une figure pionnière. Hein, j'aurais pu tout à fait la citer. Après, voilà, c'est une question aussi de temps dans ma conférence. Mais Berthe Morisot, bien sûr, surtout dans la place des femmes dans l'impressionnisme. Et puis aussi, justement, toujours dans cette ambivalence où c'est une femme qui n'avait pas besoin de son art pour vivre. Hein, et c'est ça aussi qui est aussi souvent, je l'ai peut-être pas dit, mais il y a beaucoup de femmes qui ont une carrière d'artiste, mais finalement qui sont aidées par les hommes, soit par leur père, soit par leur mari. Et c'est ce qui les aide aussi à franchir le cap de cette carrière institutionnelle. Et c'est le cas de Berthe Morisot, hein, qui est la belle-sœur de Manet. Mais Berthe Morisot a été, justement, c'est toute l'ambivalence, c'est qu'elle a été, bien sûr, elle a une carrière d'artiste qui est reconnue maintenant. À l'époque, elle n'a quand même pas été vraiment reconnue à sa juste valeur. Mais elle était aussi toujours dans des sujets où on attendait les femmes. Hein. Elle a réalisé de nombreuses représentations, notamment de scènes intimes, le berceau aussi, hein, de représentation d'enfants. Donc finalement, c'était aussi des thèmes assez convenus, en tout cas dans un domaine où on attendait les femmes à l'époque. Mais c'est tout à fait, oui, j'aurais pu tout à fait en parler. Vous avez tout à fait raison. De même que Marie Cassatt. Enfin, voilà, il y avait bien sûr d'autres femmes. Voilà, hein, ce ne sont pas les seules, bien sûr. Oui, justement, dans le même ordre d'idée, vous avez parlé plutôt des femmes qui avaient besoin de vendre leurs œuvres. Bah, il y avait aussi beaucoup de femmes qui n'avaient pas besoin de travailler. Et il y avait effectivement Berthe Morisot, dont vous avez parlé. Sarah Bernard sculptait et n'avait pas besoin de vendre. Et puis, il y avait la duchesse d'Uzès, qui était une grande sculptrice également. Et j'ai été très surpris récemment de découvrir un autoportrait de la comtesse Greffel au musée Carnavalet. Donc elle savait peindre aussi. Dans ces milieux bourgeois ou grands bourgeois ou aristocrates, ça faisait partie plutôt de l'éducation des jeunes filles?
vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y avait, j'en ai un tout petit peu parlé quand je vous disais justement qu'on passait de l'atelier de travail, l'atelier de production, enfin qu'on passait de l'atelier salon, l'atelier mondain, enfin le salon mondain à l'atelier de production, l'atelier de création. C'est vrai qu'il y avait de nombreuses femmes du monde, hein, comme on les appelait à l'époque, qui bien sûr avaient bénéficié d'une éducation typiquement bourgeoise, justement, avec cette initiation aux arts, donc dit d'agrément aussi, hein, avec l'initiation à la peinture, l'initiation à la musique, et certaines avaient un talent particulier et qui l'ont développé dans leur salon, tout à fait, et vous avez tout à fait raison. Donc, mais disons que je dirais que moi j'ai plutôt insisté quand même sur les femmes sur la carrière. Ces femmes-là n'ont pas suivi justement tout cet apprentissage ou de manière plutôt dilettante. Mais elles étaient aussi, elles suivaient un chemin parallèle, mais un chemin qui pouvait être reconnu à l'époque. Mais finalement, leur travail de la production, leur création était plutôt lié aussi à la mondanité en fait, enfin à leur mondanité et à leur réseau de relations plus qu'à leur réel talent, peut-être. S'agissant de la comtesse Greyful, bon ça j'ignorais totalement hein, qu'elle avait peint son autoportrait. Est-ce qu'elle a fait d'autres œuvres? Parce que je la connaissais pas du tout sous cet aspect-là. Je savais qu'elle avait un aspect un petit peu diplomate de l'ombre, mais pas du tout dans le domaine artistique pour elle-même. Nicole, je pourrais pas vous citer d'autres œuvres. Peut-être que monsieur vous connaissez, non? Voilà, nous, on en parle justement dans notre exposition Paris 1900, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. On en parle, voilà, en tant plutôt que femme du monde, qui avait un salon, qui recevait tous les grands de ce monde dans son salon. Maintenant, pour ses qualités artistiques, j'avoue que là, je pourrais pas vous citer de œuvres, je peux chercher si vous voulez, mais je n'ai pas en mémoire. Je pense pas quand même qu'elle rentrait quand même dans cette carrière que j'ai essayé de vous décrire. Hein. Je vous donne rendez-vous vendredi 20 juin pour Paris et l'Art Nouveau à 12h30 ici par Jean-Baptiste Minaert. Merci.